combats opposant la coalition RDF M23 au FARDC appuyé par les Wazalendo ont été signalés ce mardi au Nord Kivu, ce malgré la trêve humanitaire. Les activités de la colonie Famille en vacances se sont poursuivies ce mardi. Pour cette deuxième journée, les enfants ont procédé à la lecture biblique avant d'être constitués en groupe d'ateliers. Nouvelle session d'actualité, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. On commence avec la sécurité, encore des combats au Nord Kivu, malgré la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique. Des combats ont opposé la coalition RDF M23 aux éléments des forces armées de la RDC, appuyés par les compatriotes dits Wazalendo. Des blessés sont comptés, regardez. Encore du sang ce jour au Nord Kivu, les largages des engins explosifs autour de l'axe Bourimana-Chacha, en territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, ont fait 7 morts et 8 blessés. Parmi les victimes se trouvent un militaire FARDC décédé sur le coup, une femme ainsi que son enfant qui ont succombé à leurs blessures dans un hôpital de la place. De sources locales rapportent que des combats ont débuté tôt ce matin sur les collines Kabassé, Kiluku et Kashinamutwe, surplombant la localité de Chacha en territoire de Massissi. Notez que tous ces combats provoqués par la coalition RDF M23 se déroulent au moment de la trêve humanitaire proposée par les États-Unis d'Amérique. Une situation qui entrave au personnel humanitaire à accéder aux lieux qui abritent les populations vulnérables de la province du Nord Kivu. Et le ministre congolais de la communication et des médias a été sur le plateau de la chaîne française TV5. Invité du journal Afrique, Patrick Mouyaya a annoncé que les dispositifs pris par le président de la République et le gouvernement seront bientôt mis en pratique pour mettre fin aux exactions de Paul Kagame. Regardez. La situation sécuritaire à l'est du pays a également été évoquée au cours du journal Afrique sur TV5 Monde, dont l'invité était le ministre de la Communication et des Médias. Patrick Mouyaya, qui n'a cessé de citer le Rwanda comme vrai agresseur, a indiqué que dans les jours à venir, des stratégies seront matérialisées pour mettre fin à ces atrocités. Je souhaiterais que vous ne puissiez plus parler du M23. Vous avez lu les derniers rapports des experts des Nations Unies qui parlent de 4000 militaires rwandais. Ils sont même plus en nombre que les terroristes. Et dans les terroristes qui recrutent, ils recrutent, d'après le rapport, des enfants dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Parce que vous parlez de la trêve, ce matin même, 3 enfants sont morts de bombardement venus du Rwanda et 6 autres ont été blessés. Le président de la République a dit que nous ferons de notre mieux pour récupérer chaque territoire. Évidemment que ça prend du temps parce qu'il y a des efforts qui sont en cours, notamment pour la montée en puissance de nos forces armées. Et je pense que dans les jours et les mois qui viennent, tout sera mis en œuvre pour récupérer chaque partie de notre territoire. Et les événements à Butembo que vous avez montrés illustrent la détermination de la population à travailler pour que cela soit une réalité dans les meilleurs délais. Des sanctions plus robustes, c'est ce qu'attend la RDC contre le Rwanda. D'abord, il faut des sanctions. C'est évident qu'aujourd'hui, toutes les nations occidentales le savent. Il y a des sanctions timides qui ont commencé, mais il faut des sanctions plus robustes parce que lorsque vous regardez les nombres des déplacés, les nombres de morts, lorsque vous voyez des bombardements qui se font dans des camps des déplacés, ça dépasse tout ce qui est dans l'entendement humain. Et ça ne s'arrête pas là. On attaque les infrastructures de la MONUSCO, des Nations Unies, on attaque son personnel. C'est des crimes de guerre qui sont bien mentionnés dans le rapport. Le Conseil de sécurité devrait s'assumer pour s'assurer que cette partie de l'Afrique retrouve sa paix parce que le plus important pour nos peuples partout, c'est les développements. Pour ce qui est de l'implication de l'Ouganda, le porte-parole du gouvernement souminois a laissé entendre que la RDC attend des clarifications de la part des autorités du pays de Yoweri Museveni. Nous attendons de la clarification parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous avons par exemple de militaires ougandais qui décèdent à côté de militaires congolais dans le Grand Nord en train de combattre les ADF qui sont des Ougandais au départ. Et on ne peut pas comprendre que d'autre part, ils sont en mesure d'apporter un appui à un mouvement terroriste au Rwanda. Notez que la coalition RDF M23 n'a cessé de violer la trêve humanitaire dès son entrée en vigueur. Conséquence, des morts sont comptés. Le porte-parole du gouvernement souminois a également répondu aux questions liées à la situation sécuritaire dans le Maïndombe. Il n'est pas interdit aux journalistes de couvrir sur place ce conflit communautaire. Le ministère s'assure plutôt de la sécurisation de reporters avant de signer la lettre d'accréditation. Suivez.
D'aucuns se posent la question de savoir à quand la fin du conflit intercommunautaire dans le Mai-Ndombe. Invité du journal Afrique sur TV5, le ministre congolais de la Communication a indiqué que toutes les dispositions sont prises pour restaurer la paix dans cette partie du pays. Il y a des grosses initiatives qui ont été pilotées notamment par le président de la République lui-même, qui a conduit récemment à une signature avec toutes les notabilités locales d'un accord de paix, parce qu'il fallait restaurer la paix dans cette partie du territoire. Et donc il existe fort malheureusement, il subsiste fort malheureusement des petits mouvements qui, à intervalles réguliers, essayent d'essaimer justement le meurtre et tous les, excusez-moi le terme, tous les massacres que vous avez abordés tout à l'heure, mais je puis vous rassurer que toutes les dispositions sont prises pour restaurer la sécurité. Je ne saurais pas vous étaler tous les dispositifs qui sont pris notamment par l'armée et la police qui a été déployée sur le lieu. Il faut observer que ces derniers mois, la situation a été plutôt calme et stable, et donc les mouvements qui a été observé, il est déjà pris en charge, et je suis sûr que dans le meilleur délai, la situation sécuritaire pourra être rétablie. Il n'est donc pas interdit aux journalistes de récolter les faits sur place concernant ces tensions. L'idéal est de s'assurer de leur sécurité. C'est une zone opérationnelle où se déploient à la fois les militaires et les forces armées et les Mobondo qui opèrent par des groupes parfois isolés. C'est moi qui signe les accréditations pour les journalistes. Il faut d'abord commencer par s'assurer que leur sécurité pourra être garantie telle qu'ils seront quand ils se rendront sur place. Rappelons que le week-end dernier, plus d'une cinquantaine de morts a été enregistrée, dont 40 miliciens Mobondo, dans le territoire de Kwamut, dans le Mai-Ndombe. Sur cette même lignée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a rassuré les populations du Nord Kivu de l'implication du gouvernement en vue de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans cette province. Le patron de la sécurité congolaise l'a dit à l'issue des échanges avec la délégation de l'Assemblée nationale et les forces vives de cette province. On en parle avec Nico Kassanda. La contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République et Madame Son Excellence la Première ministre ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait. Les 24 années de règne de Paul Kagame à la tête du Rwanda sont teintées de plusieurs drames et abus. L'organisation Reporters sans frontières, qui présidait la réélection de l'agresseur de la RDC, avait dressé un bilan sanguinaire de son régime, dont la mort de 3 journalistes, sans compter ses atrocités dans l'est de la RDC. Le contenu du rapport, c'est dans ce commentaire. L'organisation Les Reporters sans frontières prédisait la renomination de Paul Kagame comme chef de l'État rwandais à l'issue de l'élection du 15 juillet dernier. Déterminé à rester au pouvoir pour continuer à mener ses rapines à l'est de la République démocratique du Congo, Paul Kagame s'est ingéré dans le processus, le rendant ainsi truqué.
Conséquence, plusieurs candidats ont été disqualifiés au cours du dit processus. Durant ces 24 ans de règne, l'on note un résultat désastreux pour la liberté de la presse, compte tenu de la censure et du ciblage des journalistes. Le rapport de RSF parle de 3 journalistes qui ont été assassinés, 2 ont disparu et plus d'une trentaine de médias ont été suspendus. En juin 2010, Jean-Léonard Rougambe, rédacteur en chef adjoint du site web satirique indépendant Umuvu Gizi, a été assassiné devant sa maison dans la capitale Kigali. En décembre 2011, Charles Ingabire, rédacteur en chef d'Inyiniri News, un site d'information qui critiquait les autorités rwandaises, a été abattu devant un bar à Kampala, en Ouganda, où il vivait en asile depuis 2007. Le rapport RSF note également 17 journalistes emprisonnés pour leur travail depuis 2000 ans et 2 d'entre eux sont toujours derrière les barreaux. À cela s'ajoute la suspension définitive des émissions de la BBC au Kinyarwanda, langue parlée par presque toute la population à la suite d'un programme controversé sur la génocide du pays en 1994. Une décision prise en mai 2015 par l'organisme de réglementation des télécommunications du Rwanda, RURA en sigle. En 2021, un consortium des médias internationaux a constaté que le Rwanda était l'un des 20 pays par les logiciels espions Pegasus. En attendant les résultats définitifs des résultats présidentiels du 15 juillet 2024 au Rwanda, le président sanguinaire Paul Kagame continue ses exactions à l'est de la République démocratique du Congo via la coalition RDF M23. Autre titre, le ministre de l'intégration régionale a crevé d'abcès sur le dossier des élections controversées du 20 décembre 2023 dans le chef-lieu du territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu. Lors de sa descente tonitruante dans cette province, Didier Mazenga a éclairé la lanterne de l'opinion sur les fausses accusations portées contre lui sur le vol des machines à voter. L'occasion pour lui d'appeler les ressortissants de la province de Kwilu à l'unité. Nico Kassanda. C'était sa toute première descente dans le territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, depuis les élections controversées du 20 décembre dernier et de sa reconduction dans le gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, première ministre. La soif était énorme dans le chef de la population de ce coin qui attendait connaître la vraie version des faits depuis l'annulation des résultats par la CENI. Juste après l'entame de son speech, Didier Mazenga Mukanzu va éventrer le bois en éclairant la lanterne de la population avec des preuves tangibles sur toutes les fausses accusations sur sa personne. Certaines personnes mal intentionnées l'ont accusé d'avoir volé des machines à voter, alors qu'après compilation des résultats, Didier Mazenga obtiendra plus de 50 000 voix comptabilisées dans les différents centres de vote. Or, une machine à voter produit près de 450 bulletins de vote, ce qui revient à dire que Didier Mazenga aurait volé plus de 100 000 machines, chose qui est inadmissible. Cette vérité révélée au grand jour a mis tout le public d'accord. Didier Mazenga a vivement remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il incarne la vision pour l'avoir permis de l'accompagner dans son deuxième mandat et pour l'avoir honoré au Tchad après les succès récoltés à l'élection présidentielle. Les enfants de Massimanimba, le pays a besoin de l'unité et de l'amour. Sans cela, il n'y aura pas de développement. C'est Dieu qui a donné l'autorité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 40 minutes de communication, le ministre de l'intégration régionale, très éloquent, soucié de voir les territoires de Massimanimba s'épanouir, il a dénoncé la haine et la jalousie qui gangrènent leur territoire avant d'appeler les fils et filles du terroir à s'unir et à s'aimer afin de voir Massimanimba se développer.
En religion, je l'ai annoncé, un titre poursuit des activités de la 4e édition de la colonie des vacances qu'organise l'église des enfants de Mangembo pour la journée du 16 juillet. Les enfants étaient soumis à la lecture biblique avant d'être constitués en groupe d'ateliers en vue de dénicher les talents cachés en eux. Nico Kassanda et Francis Matondo signent ce reportage. Regardez. Les activités de la 4e édition de la colonie des vacances, dénommée FEV, Famille en vacances, organisée par l'église des enfants de Mangembo, se sont poursuivies ce mardi 16 juillet 2024. Plusieurs activités ont été organisées ce jour. Les enfants ont été soumis à l'étude biblique avec la même thème, à savoir libre en Jésus-Christ. Au directeur de l'école d'expliquer ce qu'a été les activités du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième journée qui était spécialement intitulée Journée de la Bible, donc Journée de la parole, parce qu'on devait aussi apprendre aux enfants certaines notions bibliques dans l'ambiance, apprendre aux enfants certaines notions bibliques et toujours encadré dans notre thème libre en Jésus-Christ. On devait avoir une journée uniquement pour spécifier, expliquer, exhorter les enfants sur la liberté en Jésus-Christ dont nous sommes en train de parler. Lorsque nous sommes des chrétiens, on n'est plus dans des condamnations, nous sommes exactement libres. Aux enfants de s'exprimer à leur tour par rapport à ce qu'a été la journée. Le thème de notre étude biblique est libre en Jésus-Christ. D'abord, libre en Jésus-Christ consiste à déclarer haut et fort ses valeurs. Ne pas renoncer ses valeurs à cause des passions de ce monde. Il faut assurer sa valeur, son identité, ne pas renier cela à cause de notre entourage et consorts. Au cours de cet atelier, les organisateurs ont constitué les enfants en groupe d'ateliers afin de découvrir les talents cachés dans chacun d'entre eux en vue de les orienter à se perfectionner. Sport au plus bref, reprise de l'entraînement au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert le lundi 15 juillet. Une dizaine des joueurs ont répondu présents à l'appel du staff technique, à l'instar de Fili Traoré, Luzolo Ernest, Mercé Ngimbi ou encore le très controversé Siadi Baggio. En attendant le retour des autres joueurs, Lamine Diaye a maintenu son effectif de la saison, hormis le départ de Joël Beya, transféré au Phare de Rabat au Maroc. Toujours en sport, Josué Mwimba n'est plus un joueur de V-Club. Le défenseur central a rejoint Clermont Foot en Ligue 2 française à 21 ans. Mwimba Issala paraphé un contrat de 3 ans, soit jusqu'à 2027. On en parle avec Shadrach Tenta. Formé à l'Académie Club Rangers, puis après un passage récent à l'association sportive Club, José Mwimba débarque au Clermont Foot 63 pour vivre à 21 ans sa première expérience en Europe. Les néo-clermontois a remporté cette saison la Coupe du Congo après avoir participé en 2022-2023 à la Coupe de la Confédération avec les Diables Noirs. Rapide et athlétique, ce droitier d'1m87 est fier d'être la 6e recrue à rejoindre l'effectif de Sébastien Bichard pour la saison prochaine. Le Congolais a démontré toute sa satisfaction au moment de sa signature. C'est un beau club avec de bons joueurs. J'ai hâte de mettre mes qualités au service du groupe, a-t-il déclaré. À 21 ans, José Mwimba a paraphé un contrat jusqu'en 2027 et évoluera la saison prochaine en Ligue 2 française. Et pour clore ce chapitre, Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Arrivé libre du Paris Saint-Germain, l'attaquant français a paraphé un contrat de 5 ans avec la Maison Blanche. Il a été présenté aux supporters du Real ce mardi au stade Santiago Bernabéu. Shadrach Tenta revient. Ça y est, Kylian Mbappé est officiellement joueur du Real Madrid. L'attaquant français a été présenté aux fans du Real Madrid dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Les socios du Real ont réservé un accueil chaleureux à leur nouveau numéro 9. Devant sa maman émue, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve de gosse. Buenos días a todos. Me voy a intentar hablar en español.
Wow, es increíble de estar aquí. Increíble. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Transféré libre du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid. L'attaquant français arrive à Madrid avec des doutes sur sa forme physique, mais les supporters du Real n'ont pas à s'en faire puisque le staff technique madrilène, chapeauté par Antonio Pintus comme préparateur physique, lui ont déjà élaboré un plan pour le remettre sur pied d'ici le 16 août, date de la finale de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. À 25 ans, Kylian Mbappé est attendu à briller à Madrid. C'est à lui qu'il revient désormais de saisir la balle au bon. 1, 2, 3, à la Madrid! L'actualité en dehors de nos frontières pour terminer. En Afghanistan, les pluies diluviennes ont causé plus d'une quarantaine de morts et des blessés. Les poteaux du courant électrique ont aussi été emportés. Conséquence, plusieurs zones se retrouvent dans le noir. Emine Kambidio. 15 juillet, des fortes pluies ont frappé l'Afghanistan. Le passage d'une tempête dans l'est du pays a emporté la vie de 40 personnes et blessé 350 autres. C'est le bilan livré par les responsables talibans. Dans ces dégâts se trouve l'effondrement d'une maison de 15 personnes, dont 7 sont décédées. Il y a eu un orage et des pluies en même temps. L'orage s'est produit après les pluies. Cette maison s'est effondrée sur les gens. 15 personnes vivaient ici. 7 d'entre elles sont mortes. Au-delà de ces chiffres s'ajoutent 400 maisons et 60 poteaux électriques détruits dans la province de Nangarhar. Plusieurs zones sont dans le noir et les communications désormais limitées dans la capitale. C'est par ici que se referme cette session d'information. En voici le rappel des grands titres. Des combats opposant la coalition RDFM 23 au FRDC appuyés par les Wazalendo ont été signalés ce mardi au Nord Kivu, ce malgré la trêve humanitaire. Les activités de la colonie famille en vacances se sont poursuivies ce mardi. Pour cette deuxième journée, les enfants ont procédé à la lecture biblique avant d'être constitués en groupe d'ateliers. Fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure.